Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle séquence du Solar Summit. Je vous invite à vous asseoir. On va tout de suite aborder un sujet qui a largement animé les débats ces derniers mois. Faut-il continuer à subventionner le solaire coûte que coûte? Depuis de nombreuses années, les ENR, dont le photovoltaïque, ont bénéficié d'un important soutien public, un soutien qui a permis d'accélérer vraiment fortement le déploiement des installations avec 6,6 gigawatts de nouvelles capacités renouvelables qui ont été raccordées en 2025, dont presque 6 gigawatts de solaire, un record historique. Mais les finances publiques sont sous tension, les prix de l'électricité sont plus volatiles, les épisodes de prix négatifs se multiplient, notamment en journée sous l'effet de la fameuse cloche solaire. Rien qu'au premier semestre de l'année, on compte 350 heures de prix négatifs, soit plus que la totalité de ce qui avait été observé en 2024. Et donc la baisse des prix captés par le solaire a contribué à augmenter fortement le coût du soutien du soutien public. Donc je rappelle les ordres de grandeur. En 2024, c'était 2,6 milliards d'euros. En 2025, 5,3 milliards d'euros. Et c'est 6,8 milliards d'euros au minimum attendu pour 2026. William Arkwright l'a dit tout à l'heure, ça va être un moment assez difficile à passer pour la filière solaire. La présentation en fait, des nouveaux chiffres de la Creux en juillet qui présente chaque année la CSPE pour l'année chaque été. Donc dans ce contexte-là, le gouvernement a confié à Jean-Bernard Lévy et Thierry Tuot une mission sur l'évolution des mécanismes de soutien public aux ENR. Pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir à distance Monsieur Jean-Bernard Lévy, ancien PDG d'EDF et co-auteur de ce rapport très attendu. Bonjour Monsieur Lévy, est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends presque très bien, et en tout cas je vous entends suffisamment bien. Je suis désolé de ne pas être avec vous à Bordeaux, mais on va, j'espère, dialoguer comme il convient dans les minutes qui viennent. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous on vous entend tous très bien ici, merci pour votre participation. Alors beaucoup de personnes, en tout cas un certain nombre, s'attendaient à ce que le rapport Lévy-Tuot préconise des mesures assez radicales sur le renouvelable. Finalement, le rapport est assez nuancé. On se souvient par exemple de Patrick Pouyanné qui disait, qui plaidait pour sortir l'éolien terrestre et le photovoltaïque des mécanismes de complément de rémunération au motif que ces technologies sont aujourd'hui assez matures. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusque-là? Est-ce que c'est parce que vous estimez que le secteur n'est pas encore capable d'assumer pleinement le risque de marché? Voilà, pourquoi on n'est finalement pas tombé dans des mesures si radicales que certains craignaient ou attendaient, selon les positions? Bien, vous commencez fort. On a quand même proposé une mesure assez radicale de sortie du tout petit solaire du mécanisme d'obligation d'achat. Je suis sûr qu'on va y revenir. Pour reprendre votre question plus précisément, vous aurez noté que nous avons publié avec leur accord la totalité des 59 contributions écrites que nous avons reçues, parmi lesquelles figure celle de M. Pouyanné et de Total Energy, qui propose de changer le système. Il ne propose pas d'arrêter de propose une approche un peu public. À l'américaine, quoi, avec un soutien à l'investissement. Il propose un soutien à la puissance disponible et non pas aux électrons produits par le système, qu'il soit éolien ou solaire. Nous n'avons pas retenu cette idée parce que nous pensons qu'il faut maintenir un lien entre un prix garanti et un prix de marché. Le prix garanti permet d'assurer une limite dans le risque qui est pris par l'investisseur. Le prix de marché permet de garantir, dans une certaine mesure, on va sûrement y revenir, un lien entre justement le marché, sa volatilité, mais la vérité des prix du marché de gros, et puis la capacité des énergies renouvelables à s'aligner progressivement sur le prix de marché. Le prix de marché a baissé. L'objectif est plus éloigné qu'il ne l'était quand les prix étaient plus élevés, c'est évident. Et donc, je crois que nous avons quand même tenu compte de cet état de choses. J'ajouterais, pardon d'être un peu long, que l'une de nos recommandations
la dernière, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une PPE, il faudrait refaire le même exercice. Ça ne sera pas Thierry Thiot, que je salue à distance, il n'est pas disponible aujourd'hui, ça ne sera pas Thierry Thiot, ça ne sera pas moi, mais je crois qu'à chaque fois qu'il y a une PPE, c'est bien d'inscrire cette PPE dans un mode de mise en œuvre qui soit aussi pragmatique et terrain que possible. C'est l'esprit avec lequel nous avons construit le rapport, l'espèce de boîte à outils de la PPE. Donc ce que nous visons, ce n'est pas une série de recommandations qui seraient valables jusqu'à la fin des temps ou jusqu'à la fin du siècle. C'est une série de recommandations qu'il faudra mettre à jour avec chaque PPE, c'est-à-dire au plus tard à la fin de la décennie. Oui, peut-être que ça va arriver même un peu plus vite que... C'est ce que disent certains courants politiques, bien sûr. Effectivement. Alors sur le solaire, plus spécifiquement, vous l'avez évoqué, vous recommandez de supprimer le guichet ouvert et le rachat de surplus de production pour les petites installations solaires. Pour vous, le tarif actuel de 4 centimes reste encore trop incitatif? Ça pose problème encore? Alors, quand nous l'avons rédigé, nous n'étions pas à 4 centimes, nous étions à un peu plus, 11 de mémoire 12, environ. Ouais. 12, pardon. Et nous étions, il n'y a pas si longtemps, à beaucoup plus. Et il est clair qu'au kilowattheure produit, ce sont les installations les plus coûteuses. Et donc, comme ce qui nous était demandé, c'était de faire des économies, on a commencé par ce qui coûte le plus cher par rapport à la production. Nous estimons, sans vouloir brutaliser personne, d'ailleurs cette mesure, nous ne l'avons pas perçue comme brutale, et je crois qu'elle n'a pas été perçue comme brutale, parce que beaucoup de nos interlocuteurs, les associations, les regroupements d'entreprises de la filière solaire s'attendent à ce que cela se passe. On a même peut-être été un peu surpris que finalement le gouvernement n'y aille pas directement, maintienne le guichet ouvert avec certes un prix de rachat très faible. Nous considérons qu'il faut encourager les Français à installer des panneaux solaires sur les toitures de leur maison, ceux qui peuvent le faire, en les aidant avec une subvention à l'investissement, c'est déjà le cas. En les aidant avec une TVA plus basse, et nous nous sommes aperçus, on pourra y revenir, qu'il y avait quand même une drôle d'histoire avec la TVA sur les batteries et la TVA sur les panneaux solaires qui n'est pas alignée. Oui, c'est une de vos recommandations, c'est d'aligner justement cette TVA à 5,5. Vers le bas la TVA batterie plus solaire. Tout ceci, nous avons proposé aussi pour les ménages qui sont éligibles. Nous savons que ce n'est pas la totalité des ménages qui s'équipent, loin de là. Mais nous avons proposé que ces installations soient éligibles au prêt à taux zéro, donc des prêts bonifiés. Et puis, nous avons décidé, enfin, c'est pas nous qui décidons, nous avons en tout cas décidé de proposer. Nous proposons que le surplus, s'il n'est pas utilisé en autoconsommation, le surplus puisse être acheté par des agrégateurs si ça les intéresse, parce qu'eux-mêmes pourraient stocker, par exemple, ces électrons, puisqu'il y a des batteries diffuses sur le réseau un peu partout. Donc ils pourraient vouloir stocker ces électrons eux-mêmes. Donc pourquoi n'y aurait-il pas une espèce de marché libre des agrégateurs? C'est aussi une profession qui se développe en complément de la profession des producteurs et des installateurs d'installations solaires. Donc pourquoi pas des agrégateurs? Mais nous considérons que le rachat du surplus contribue à ce phénomène que nous souhaitons éviter le maximum possible, qui est le phénomène des prix négatifs. Donc vous aurez vu dans le rapport une série de recommandations dont l'objectif un peu final, l'objectif c'est de chasser les prix négatifs autant que faire se peut, parce que le phénomène de prix négatifs est extrêmement pénalisant pour la filière, pour le système électrique français et je crois pour nos concitoyens qui payent cela très cher. Merci pour ces explications. Il y a un autre sujet qui crispe aussi un petit peu la filière et que vous abordez dans le rapport, c'est les fameux contrats photovoltaïques historiques du segment S6, S10, que certains qualifient de rente solaire avec des tarifs de rachat qui ont pu aller jusqu'à 500 € du mégawattheure. Vous recommandez d'aller en fait jusqu'au bout du mécanisme introduit dans la loi de finances de 2021, il me semble, qui visait à plafonner, à écrêter en fait ces rémunérations parfois jugées excessives, alors que l'État n'a finalement pas notifié Bruxelles sur ce sujet-là. Comment vous interprétez le rétropédalage de l'État sur cette question? Qu'est-ce que vous préconisez pour aller jusqu'au bout de cette logique-là finalement? Je crois que vous utilisez un mot un peu fort en parlant de rétropédalage. Je parlerais plutôt d'inaction. Est-ce que c'est le cas seulement dans ce domaine? Voilà, l'État voudrait bien mettre fin au S6, S10, ici est mal pris. Il y a une situation un peu confuse avec la Commission sur
quel est le bon moyen juridique, sachant que la Commission dit, moi je ne peux pas vous donner un accord sur un système qui ne m'a pas été notifié, donc j'ignore le système que vous avez oublié de me notifier, mais j'ai fermé les yeux. Bon, c'est un sujet juridique. Nous, on rappelle, c'est l'une des premières mesures du rapport, c'est dans la partie stock. La plupart des mesures sont sur les nouvelles installations dans le rapport. Là, c'est sur les installations qui sont déjà existantes. Il faudrait aller jusqu'au bout de la démarche. Je crois que tout le monde s'attend à ce qu'en effet, il y ait un partage de ce que vous appelez la rente. C'est pas, je crois, un mot qu'on utilise dans le rapport. Enfin, non, c'est utilisé par certains, mais pas dans le rapport, effectivement. Voilà, mais pas dans le rapport. En tout cas, il y a des prix qui sont très élevés. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Nous n'avons pas les moyens. Le temps, c'est à l'État de trouver le chemin qui permettra d'aller jusqu'au bout de ce qui a été voté il y a déjà 4 ans. Pardon, mais est-ce que ces contrats-là pèsent encore significativement dans le coût du soutien public? Oui, c'est ce que nous dit la Commission de régulation. Ce n'est donc pas anecdotique. Non, mais rien n'est anecdotique. Vous avez rappelé les chiffres de 6,7. Je vous ai pas interrompu, parce que je suis un garçon poli, mais on sait que les 6,7 ont été faits il y a 1 an maintenant, à quelques semaines près, par la Commission de régulation de l'énergie, sur la base de prix de l'énergie à 70. Or, depuis 1 an, les prix de l'énergie ne sont pas à 70, ils sont entre 50 et 60. Donc le 6,7 est un chiffre qui est inférieur à la réalité, qui sera constaté lorsque la CRE fera sa mise à jour maintenant, en juin, en juillet. Et nous voyons bien avec l'augmentation des productions qui sont aidées que nous allons vers 10 milliards d'euros, à moins que les prix de l'énergie, de l'électricité, sur le marché de gros remontent, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a vu, malgré ce qui se passe en Iran, le détroit d'Ormuz, que les prix sont quasiment stables par rapport à ce qu'ils étaient avant le 28 février. Vous avez une idée du montant, du coup, donc nous, on n'a pas peur de dire qu'on va vers 10 milliards d'euros, qu'il faut donc utiliser tous les moyens à la disposition de l'État pour appliquer la PPE, mais qu'essayer d'éviter que chaque année, ça augmente d'1 ou 2 milliards d'euros et qu'on soit, mettons en 2028, autour de 10 milliards d'euros, ce qui est un prix considérable. On ne l'a pas mis dans le rapport parce que ça a un côté un peu démagogique de dire ça, mais c'est plus de 2 fois le budget de la culture, vous voyez, par exemple. Je vois. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la préconisation d'organiser des appels d'offres technologiquement neutres, ce qui reviendrait finalement à mettre directement en concurrence l'éolien terrestre, le grand ou le petit PV. Pardon. Est-ce qu'il y a un risque de fragiliser grandement certaines filières? Est-ce que c'est une mesure vraiment applicable? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point-là? Elle est mise en œuvre dans certains pays. Nous proposons de la mettre en œuvre progressivement, de façon à ce que les filières se préparent. La filière de l'éolien terrestre, elle sait bien qu'aujourd'hui, son avenir est plutôt dans le repowering, dans le brownfield, dans l'optimisation de sites qui sont déjà équipés, mais avec des turbines un peu plus nombreuses et pas très puissantes, alors qu'on peut mettre aujourd'hui au même endroit des turbines un peu moins nombreuses et nettement plus puissantes, et donc augmenter le productible sur un même site. Et donc nous proposons de le faire progressivement. Il y a eu un premier appel d'offres neutre qui a été organisé et bouclé par les autorités de l'État, et nous proposons d'y aller progressivement pour que les filières s'y préparent, que la filière de l'éolien à terre française se prépare plutôt donc au repowering. Pareil en ce qui concerne le solaire en toiture, il y a des obligations d'équiper certaines zones, certains bâtiments en solaire en toiture. À un certain moment, ces obligations devront être mises en œuvre par ceux qui en sont les obligés. Et à ce moment-là, il faudra comparer le prix du solaire en toiture, vraisemblablement sur les très grandes toitures, les bâtiments neufs par exemple, avec le solaire au sol, et on verra bien ce que ça va donner. Et si on prend un peu de recul, parmi les, je crois, 45 recommandations qui sont listées dans le rapport, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quelle est la mesure, la recommandation la plus urgente à mettre en œuvre? C'est la 46e, c'est que le gouvernement fasse de ce rapport un outil de travail. Souvent, vous devancez ma dernière question. Vous savez, on me demande, il va se passer quoi? Je dis, c'est très clair, on a remis le rapport à M. Lecornu le 9 avril, nous sommes aujourd'hui le 21 mai, et donc devant un ensemble de personnes, des ministres, des gens de l'administration. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a demandé à Mme Bréjean, ministre de l'Énergie, de suivre le rapport, de voir ce qui doit être mis en œuvre. Nous, on a donné une petite segmentation du rapport entre ce qui peut être fait très vite, ne nécessite pas une loi, ne nécessite pas de concertation avec la Commission européenne, et puis d'autres mesures qui sont plus longues.
Voilà, pour moi, la mesure la plus importante du rapport, c'est de le faire vivre. Mais Nous savons bien que le gouvernement ne va pas du jour au lendemain dire je prends les 45 recommandations et je les mets en œuvre, mais il faut le faire vivre et peut-être ne pas retenir certaines recommandations, en accélérer d'autres et mener des concertations. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des signaux provenant du gouvernement qui montrent que ce travail, ce document va être utile au sens utilisé? Est-ce que vous avez des signaux qui montrent que certaines recommandations vont être mises en application à court ou moyen terme? Est-ce que vous êtes optimiste? Vous allez vouloir me demander lesquels. Bah oui. Et je vous dirais que tout ceci appartient à Madame Dréjean, donc je vous incite à aller au contact de la ministre et de son cabinet. Très bien, mais écoutez, le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci infiniment d'avoir participé à ces débats avec nous. Et puis, je vais maintenant accueillir Anna Wakowiak sur scène pour poursuivre la discussion. Un grand merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Bonjour Anna Wakowiak, vous êtes présidente de la commission énergie renouvelable et territoire du CER. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour débattre sur ce sujet du soutien public aux ENR. Peut-être pour rebondir sur les propos de Monsieur Lévy, quelle est la position du CER finalement sur ces préconisations phares concernant le solaire, à savoir la fin du guichet ouvert, la question de ces contrats S6, S10 et aussi de ces généralisations progressives des AO neutres. Bonjour, merci pour l'invitation du CER dans cette table ronde. Le titre de la table ronde, il est un peu polémique, mais je pense qu'on s'accordera tous à dire que la réponse ne l'est pas et on converge sur la nécessité de continuer à soutenir la filière photovoltaïque, mais évidemment pas quoi qu'il en coûte. La filière est consciente et soucieuse de la maîtrise de la dépense publique également, et on est convaincu qu'il existe des mesures qui permettront un soutien public plus efficient. À ce titre-là, on remercie également le rapport Lévy-Thuot qui, comme vous l'avez dit en introduction, a permis de reprendre un certain nombre de mesures préconisées également par nos filières et par la profession et qu'on a trouvé tout à fait équilibré de ce point de vue-là. Maintenant, pour répondre à vos questions, alors plusieurs questions en une. Sur les tarifs S6, S10, sujet difficile, mais en effet, le CER s'oppose à toute rétroactivité pour des contrats qui ont été signés valablement et qui mettraient en cause la crédibilité de la signature de l'État également et des engagements de l'État au-delà de ces seuls contrats sur les futurs nouveaux projets qu'on serait amené à déployer et à financer. Ça nous fragiliserait aussi vis-à-vis des financements à venir sur les autres projets. Ensuite, sur la fermeture du guichet ouvert. Alors, sur la fermeture du guichet ouvert et sur le soutien au photovoltaïque résidentiel, puisque c'est de ça qu'on parle en premier lieu. Donc, peut-être rappeler que sur le résidentiel, le photovoltaïque résidentiel, le CER et la profession s'est montrée ouverte aux mesures qui ont été déjà déployées l'année dernière, la suppression du tarif d'achat en injection totale, la réduction du tarif d'achat du surplus à 40 centimes du mégawattheure. Aujourd'hui, nous, on est alignés sur le fait qu'il importe de promouvoir avant tout l'autoconsommation individuelle. Donc, toutes les mesures qui sont destinées à favoriser l'autoconsommation individuelle, on y est favorable. À ce titre-là, les mesures de soutien qu'a évoqué M. Lévy, mais aussi la nécessité de soutenir un photovoltaïque résidentiel optimisé, donc maximiser la capacité à utiliser cette énergie en soutenant et en facilitant l'installation de batteries de stockage inférieures à 100 kWh. Donc, en effet, il y a un sujet de cohérence sur la mise en œuvre des mesures de défiscalisation ou de TVA réduite, plutôt à 5,5 pour le PV, le petit PV résidentiel,
équipés de petites batteries également et de systèmes de pilotage qui permettront d'optimiser les taux d'autoconsommation. Et ces mesures-là permettraient de se passer complètement d'un tarif de rachat pour le surplus. Bon. Pour le surplus. On pense que le tarif pour le rachat du surplus, il reste intéressant comme filet de sécurité. Pour autant, si les autres mesures destinées à soutenir le PV résidentiel que je viens d'évoquer étaient mises en œuvre, on pense que ça permettra de maintenir une dynamique dans la filière résidentielle. Et peut-être ce qui est important aussi et indispensable à la fois pour la filière, pour les installateurs, pour la profession, c'est l'anticipation, la visibilité, la concertation qui est à faire avec la filière avant de mettre en œuvre les mesures. Il y a celle préconisée par le rapport Levitio, il y a aussi un projet d'arrêté en cours de discussion, qui n'a pas fait l'objet de discussion préalable avec la profession, et ça c'est des choses évidemment qu'on regrette pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et sur la question des appels d'offres neutres technologiquement, qui, d'un point de vue purement économique et rentabilité, peut paraître intéressant dans la mesure où on met plus de monde en compétition, donc ça permet de tirer les prix vers le bas. Quelle est la position du CER sur cette proposition-là ? Sur les appels d'offres technologiquement neutres, on ne pense pas que c'est un moyen qui permette de piloter la PPE, ni de piloter une trajectoire d'ambition industrielle pour les filières de production et les chaînes de valeur. En effet, piloté par le prix, on ne voit pas comment on pourra atteindre les objectifs de la PPE, qui par définition ont été édictés par filière technologique, et c'est encore une fois important pour ces filières d'avoir de la visibilité quant au volume de déploiement des années futures. Il y aurait incompatibilité finalement entre ces objectifs par filière et organiser des AO neutres? C'est ce qu'on pense. Toujours les mêmes qui gagneraient, l'éolien, le repowering de l'éolien terrestre, au détriment du petit PV peut-être? Alors, au dernier appel d'offres, l'appel d'offres neutre là, qui a été évoqué, qui a été lancé en fin d'année dernière, je crois qu'il n'y a pas un seul projet éolien qui a été retenu. C'était uniquement du solaire au sol qui a été retenu. Okay. Qui est effectivement économiquement plus intéressant en termes de rentabilité pour des raisons évidentes de passage à l'échelle. Vous l'avez dit en introduction et vous me l'avez dit pendant la préparation de nos échanges, il faut continuer à soutenir le solaire, le photovoltaïque pour atteindre nos objectifs de décarbonation et de souveraineté. Quand bien même il ne faut pas le faire quoi qu'il en coûte, parce que la filière est responsable et consciente des enjeux de finances publiques. Et justement, très concrètement, en fait, quelle concession ou effort supplémentaire la filière est prête à réaliser pour endosser ce rôle de responsabilité? En préalable, si vous m'y autorisez, je veux bien dire 2-3 mots sur pourquoi continuer à soutenir le développement du photovoltaïque et pourquoi c'est quelque chose qui est important et indispensable aujourd'hui. On l'a évoqué dans d'autres tables rondes, pour participer à la trajectoire de décarbonation du pays, pour développer aussi notre souveraineté énergétique. En période de crise, aujourd'hui on importe encore 58% d'énergie fossile. En période normale, ça représente une facture de l'ordre de 60 milliards d'euros. En période de crise énergétique, comme on connaît actuellement, c'est encore plus. Soutenir le photovoltaïque, à court terme, nous allons avoir besoin de capacités photovoltaïques rapidement déployable. Le nouveau nucléaire, il n'arrivera pas avant les échéances 2035. Pour atteindre nos objectifs liés également au plan d'électrification du gouvernement, qui a fait l'objet de discussions tout à l'heure, il va nous falloir des nouveaux moyens de production renouvelables. Mais du coup, okay. Quels sont les efforts et comment la filière, William Arkwright le disait aussi tout à l'heure, il va falloir, on traverse une crise, mais il va falloir aussi faire le dos rond et balayer devant notre porte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que la filière puisse
survivre parce qu'on en a besoin du solaire, mais malgré tout passer ce gap assez difficile dans la mesure où la demande n'est pas encore présente. Alors c'est vrai qu'il faut réduire le coût de revient, la charge il faut réduire les coûts de revient du photovoltaïque. Pour ça, il y a plusieurs leviers qui ont été identifiés, notamment dans le cadre de la mission Levitio également. Il y a un certain nombre de recommandations dont on saluerait la mise en œuvre, tout ce qui touche à la simplification administrative notamment. Mais peut-être en premier lieu, ce que je souhaite mettre en avant, c'est la nécessité de développer toutes les solutions économiques, technologiques qui permettront de faire coïncider les heures de production solaire et les heures de consommation. Donc toutes les solutions de flexibilité. D'abord les flexibilités de consommation. Le solaire reste une énergie renouvelable, locale, décentralisée, abondante et qui peut être une source d'énergie bon marché pour les consommateurs dès lors qu'on sera en capacité de déployer des solutions qui permettent de consommer cette énergie à coût très modéré à ces heures de pleine production. Donc à ce titre-là, toutes les solutions qui sont en train d'être mises en œuvre en faveur des offres, des offres de fourniture d'énergie hyper creuses, estivales sur les heures de production solaire sont vertueuses. Les solutions de recharge véhicules électriques également sur les heures de production solaire qu'on commence à voir mais qui doivent se massifier seront... c'est timide et c'est le début. Il y a des solutions techniques au niveau des calendriers turcs qui ont été mises en place et qui permettront la massification et le développement de ce type de solutions. Et c'est la première réponse pour réduire le phénomène des heures à prix négatif et permettre aux consommateurs de bénéficier d'une énergie à bon marché. Ensuite, il y a tout ce qui touche aussi aux flexibilités de production, le stockage notamment, pour décaler les heures de production vers les heures de consommation, de pic de consommation. Donc à ce titre-là, la profession et le CER est favorable à toutes les mesures, à toute une batterie de mesures pour faciliter le déploiement des batteries. Batteries colocalisées avec des projets photovoltaïques notamment, donc l'hybridation des projets solaires avec des batteries. Le CER a été force de proposition et initiateur de propositions pour faire évoluer les cahiers des charges des appels d'offres solaires afin qu'ils facilitent le développement des projets hybrides. On n'est pas en train de solliciter des mesures financières de soutien à l'investissement dans des batteries, mais des mesures de simplification pour permettre l'hybridation des projets, pour permettre le raccordement de projets solaires photovoltaïques avec batterie, le bridage dynamique des installations hybrides et toute une batterie de mesures techniques qui sont d'ailleurs en consultation, je crois, par la CRE, auxquelles on va répondre pour favoriser l'utilisation du stockage dans des projets photovoltaïques, notamment par exemple en permettant de produire de l'énergie solaire aux heures à prix négatif pour la stocker, mais évidemment avec l'engagement de ne pas l'injecter dans le réseau pendant ces épisodes de prix négatifs. Et vous l'avez évoqué en préambule, il y a aussi tout cet enjeu de simplification, on l'a vu dans le rapport, il est évoqué, c'est des chiffres qui sont donnés par la filière, qui a une différence de 10 à 20 euros du mégawattheure, il me semble, sur certains projets renouvelables en raison de toutes les lourdeurs administratives, etc. Il y avait quand même cette idée en France d'accélérer avec ces zones d'accélération des énergies renouvelables. On en est où aujourd'hui ? Alors, il y a deux questions. Il marche encore ? Oui. Il y a deux questions dans votre question. Il y a le sujet de la simplification administrative qui est en effet indispensable et qui explique une partie du renchérissement du LCOE français par rapport à celui d'autres pays européens. Donc il y a une batterie de mesures que nous avons proposées dans le cadre des consultations réalisées autour de la mission Levitio, dont certaines ont été reprises, pour réduire les délais d'instruction des projets, pour réduire les délais des contentieux.
il y a aussi des mesures qui pourraient réduire de plusieurs euros, voire dizaines d'euros du mégawattheure, les coûts de revient du PV, avec la possibilité d'utiliser également les fonds d'épargne du livret A pour contribuer au financement des projets. Et là, il y aurait un levier extrêmement utile qui ne pèserait pas directement sur le budget de l'État. Et on regrette qu'il n'ait pas été repris par le gouvernement dès son communiqué de presse de réaction à la publication du rapport Lévitio. Mais là, il y a des leviers, en effet. Et vous m'interrogiez par ailleurs sur les zones d'accélération ENR. Merci, ça permet de faire le lien aussi avec une autre externalité positive du photovoltaïque que je souhaitais mettre en avant. C'est le photovoltaïque, il est intéressant et utile aussi parce que c'est une énergie qui crée de la valeur dans les territoires. C'est une énergie renouvelable qui est déconcentrée, territorialisée par nature. Ces retombées économiques et en termes d'emploi, elles bénéficient à de nombreux territoires, très majoritairement ruraux. Et pour revenir sur les aides à ENR, c'est en effet la première technologie renouvelable qui a été plébiscitée par les communes dans le cadre de l'exercice de planification des zones d'accélération ENR. C'est, je crois, 58% des zones d'accélération identifiées par les communes sont pour le déploiement de photovoltaïque. Et donc, ça en fait la première énergie renouvelable plébiscitée par les communes. Et sur les retombées fiscales, il y avait une étude que le CER avait réalisée avec le cabinet Columbus Consulting. Il me semble, je crois que le chiffre, c'est 2,1 milliard de retombées fiscales, mais 2,1 milliards, exactement, 2,1 milliards d'euros de retombées fiscales en 2025 au bénéfice des collectivités territoriales par la fiscalité liée au projet de toutes les technologies d'énergie renouvelable installées en France et 300 millions d'euros pour le seul photovoltaïque. De la même manière, l'emploi, c'est des emplois sur les 420 000 emplois directs et indirects de la filière énergie renouvelable en France aujourd'hui. Le solaire, c'est environ 80 000 emplois. Et c'est des emplois qui sont territorialisés, non délocalisables, essentiellement et majoritairement des TPE, des PME, de l'artisanat via les installateurs photovoltaïques. Et ça, c'est également une valeur non financière qu'il convient de préserver. Merci pour le rappel de ces chiffres et merci pour votre participation. Le temps est écoulé. Je vous laisse maintenant en compagnie de Pierre Cheminade qui va décortiquer le mécanisme de financement justement de ces parcs solaires. Merci à tous. Au revoir.